Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité du jour, ce sont les députés qui débattaient ce mardi des déserts médicaux français, 87% du territoire. Faut-il contraindre les jeunes médecins à s'y installer? Ces derniers s'y opposent. Nos jeunes confrères et les confrères plus âgés ne s'installent pas et ne restent pas installés parce que nous ne sommes pas suffisamment rémunérés. Et si en plus au-dessus de ça vous rajoutez de la contrainte, eh ben ça va être encore plus catastrophique. Alors, faut-il réguler l'installation des médecins pour ne plus entendre en Lozère ou en Corse ces mots « je croise les doigts pour rien avoir de grave » et ce, sans détourner les jeunes de la médecine libérale. Nous en débattrons ce soir, avant de retrouver en fin d'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Au programme, la mort de Berlusconi. Eh oui, Silvio Berlusconi est mort, il avait 86 ans, multimilliardaire. Il est resté 9 ans à la tête du gouvernement en Italie. Alors scandale, procès, provocation, nous allons revenir sur ses choix discutables en matière d'antiquité. Et vous, Alix ? Eh bien, pour préserver sa collection, le musée Kanenko de Kiev en Ukraine a envoyé 16 de ses œuvres au Louvre à Paris le mois dernier. 5 seront exposées à partir de demain. Vous verrez, elles sont magnifiques. Nous avons hâte. À tout à l'heure. Et pour commencer ce soir, un merveilleux soliste qui ne croit qu'au collectif. Le grand violoniste David Grimal, fondateur des Dissonances, un orchestre sans chef et initiateur de l'autre saison, des concerts mensuels donnés pour les sans-abri dans une église parisienne. Un homme qui ne conçoit pas la musique sans une dimension humaniste. Vous avez le programme, c'est parti. Un ange passe et s'éloigne, hélas. Bonsoir, David Grimal. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dame et Benjamin Bonsoir. Sportouche, Bonsoir. qui sont totalement ensorcelés. Bonsoir, Nadia et Bonsoir, Benjamin. Elisabeth. David Grimal, vous jouez sur un Stradivarius. Absolument. Que vous dit-il? Que vous enseigne-t-il? On se raconte beaucoup de choses depuis une trentaine d'années, on s'accompagne. Oui. Alors de temps en temps, il me dit qu'il m'aime et de temps en temps, il me dit que je devrais l'aimer plus, peut-être. Il paraît qu'il vous a enseigné le tact et la douceur, ce Stradivarius. Il essaye. On va reparler de vous, soliste, mais aussi apôtre du collectif à travers l'autre saison et les Dissonances, et puis d'autres projets. Mais d'abord, votre portrait, réalisé par Gaël Legras. Le Caire, soliste, les Dissonances, c'est la règle de 3 de David Grimal. Né en région parisienne en 1973, il passe une partie de son enfance au Caire. Son père est égyptologue, sa mère enseigne l'anglais et joue du violoncelle. De cette période, il garde le souvenir des musiques écoutées pendant les voyages en voiture. En arrivant dans la baie d'Alexandrie, j'ai une image tout à fait précise des reflets de la lumière en écoutant un des concertos pour mandoline de Vivaldi. En 1981, la famille revient vivre en France. À l'âge de 16 ans, il entre au conservatoire de Paris. 3 ans plus tard, il rencontre le violoniste letton Philippe Hirschhorn. Il m'a révélé ce que je cherchais sans le savoir, le sens poétique et métaphysique des choses. Dans les années 90, il devient un soliste très sollicité. À l'âge de 25 ans, il est notamment invité au Festival de l'été musical dans la vallée du Lot. Pour l'instant, j'essaye de prendre chaque chose comme un bonheur qui m'est donné et de profiter de chaque occasion pour progresser toujours. David Grimal se produit partout, Japon, Russie, Autriche. Depuis 1993, il joue sur un Stradivarius de 1710, comme ici aux Flâneries musicales de Reims. Il n'est pas facile d'obtenir le meilleur de ce violon. C'est-à-dire qu'il vous donnera le meilleur de lui quand vous lui donnerez le meilleur de vous. Au début des années 2000, il décide de rompre avec cette façon de vivre la musique. J'ai été vendu comme un produit de luxe. Cette relation factice, conditionnée par le succès, ne me convenait pas. En 2004, il crée les Dissonances. Ce collectif philharmonique répète sous sa direction mais donne des concerts sans chef d'orchestre. C'est l'expérience d'une autre forme de direction et d'intelligence collective augmentée. Les Dissonances enregistrent également de nombreux disques comme cette 5e de Beethoven en 2010. C'est une musique très organique où chaque individu a son importance et sa liberté et n'est pas asservi à un ordre, mais il y participe.
Une fois par mois, à Paris, il organise aussi des concerts pour les sans-abri. En octobre 2024, après 20 ans d'existence, l'orchestre sera néanmoins contraint de faire ses adieux à la scène. Cela restera la tentative d'une autre proposition dans laquelle l'exigence, le partage et le respect auront été des valeurs centrales. En somme, vous êtes un musicien excentré. Je suis un musicien qui suit son inspiration, qui suit la musique et qui a besoin de liberté. Donc je ne sais pas si je suis excentré ou excentrique. Un peu des deux. Un peu des deux. Ou tout simplement... Et soliste ne croyant qu'au collectif. Comment ça s'articule? Ça a l'air paradoxal. Ah ben non, parce que la musique, c'est la relation, justement. Pour moi, la musique, c'est la relation à l'autre. La musique, c'est quand des gens s'aiment, en fait. C'est ça, la musique. Et je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais 12 ans, je faisais un petit stage avec ma professeure de violon de l'époque, et je jouais, pour la première fois de ma vie, le mouvement lent d'un quatuor de Beethoven. Et j'étais premier violon, et au deuxième violon, il y avait un amateur qui devait avoir 40 ans, qui soufflait comme un bœuf pour faire 2 notes, qui n'en pouvait plus, mais il aimait tellement ça, il avait tellement envie de le faire, que ça reste pour moi un souvenir extraordinaire, même un souvenir formateur, je dirais. La joie à l'état pur. La joie, le partage, l'amour, enfin tout ce qu'on devrait trouver à chaque fois qu'on prend un instrument. Alors il y a une vingtaine d'années, vous avez décidé que ça suffisait avec le chef d'orchestre, qui agite les bras, qui est le seul à ne pas jouer dans l'orchestre et qui manie sa baguette, comme vous le disiez drôlement dans une interview il y a quelques années de ça. Et vous avez fondé cette utopie concrète, cet orchestre rhizomique, cette intelligence. Vous dites que c'était de la permaculture, Dissonance, en somme. Oui, alors j'ai pas voulu supprimer les chefs, parce que d'abord, il y en a beaucoup trop. Il y en aura toujours. Voilà, j'ai voulu simplement retrouver une relation différente avec la musique et avec les musiciens, parce que, effectivement, dans mon expérience, je m'asséchais. Et je trouvais qu'il y avait des musiciens formidables partout, mais qu'ils étaient cloisonnés chacun dans leur domaine, et j'ai voulu les réunir. Et après, ça a été pour moi l'apprentissage, en fait. Ça a été un chemin initiatique où je me suis découvert moi-même, où j'ai compris mieux les autres, et peut-être reconstruit ma relation aux autres. Et donc, ce n'était pas du tout l'histoire de chef pas chef, mais c'était plutôt l'histoire d'être ensemble. C'était pas facile dans un milieu qui reste quand même très conservateur, non? Ils vont se regarder un peu de haut, les chefs d'orchestre, justement, ou d'autres orchestres. Ça dépend. J'ai des amis chefs d'orchestre. Qui ont compris votre délire. J'ai même des amis chefs d'orchestre et avec lesquels on a une très bonne relation et qui comprennent très bien ce que j'essaye de faire et qui comprennent très bien que c'est quelque chose d'autre. Donc après, oui, le milieu de la musique classique est très conservateur. C'est vrai, trop, je pense également. Oui. Mais bon, on ne peut pas changer le monde, mais je peux vous dire que je ne l'ai pas changé, mais il ne m'a pas changé. Et vous êtes absolument déterminé à avoir une sorte d'engagement dans la cité, et c'est ce que vous faites avec l'autre saison. Vous pouvez nous en dire plus? Ces concerts mensuels dans une église à Paris, Saint-Leu pour la nommer, qui est rue Saint-Denis. Depuis des années. Oui. Vous faites venir des musiciens. Le dernier concert début juin était avec un clarinettiste extraordinaire, David Krakauer, pour financer concrètement la réinsertion des sans-abri. 300 personnes à peu près se sont resocialisées grâce à ces concerts. Le chapeau passe à la fin, voilà. On donne, c'est ça. Alors, c'est ça la mission d'un musicien aujourd'hui, en 2023? Je ne sais pas si c'est la mission d'un musicien. En tout cas, c'est comme ça que je ressens mon rôle dans le monde, de raccommoder la société. Effectivement, j'habitais dans ce quartier, en fait, et je ne supportais plus la misère que je voyais. Et je ne supporte pas, en réalité, le fait qu'on puisse avoir des gens, des enfants, des femmes, des hommes qui sont dans la rue, abandonnés complètement, avec des boutiques invraisemblables juste à côté. Je n'arrive pas à accommoder, je n'y arrive pas. Et donc, et comme je crois dans le pouvoir de la musique, je crois dans le pouvoir de l'exigence, je crois dans le pouvoir de l'art, eh bien, nous avons décidé de créer ça avec des amis il y a quelques années, une association qui s'appelle Les Margéniaux. Les gens en marge ont du génie, parce que parfois des grands compositeurs comme Schubert ont vécu vraiment presque au bord. Van Gogh, Modigliani, pour citer quelques artistes. Et il ne s'agissait pas de faire de la charité, car je ne crois pas que mon rôle soit dans la charité. Il s'agit d'aider des gens donc, qui ont des dossiers qui nous sont soumis par des associations. Et de relier voilà. Tout le monde. Exactement. Vous êtes passé par le conservatoire? Absolument. Vous en gardez un souvenir mitigé?
J'en garde un bon souvenir pour certaines choses et un peu moins bon pour d'autres. N'en dites pas plus, David Grimal. Mais on va en parler parce qu'il y a eu un classement mondial et le Conservatoire de Paris se retrouve dans ce classement. Se classe très bien, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est en mars dernier, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, puisque c'est son nom, a été classé 2e meilleure école d'art du spectacle au monde. Il se place juste derrière le Royal College Music de Londres. Et puis surtout, il était 17e en 2020, donc l'ascension est fulgurante. Le Conservatoire de Lyon figure dans le classement à la 19e place. Je précise que c'est un classement qui est plutôt sérieux, qui a lieu chaque année. Il se base sur 3 critères: la réputation académique, la réputation professionnelle et la dynamique de la recherche. J'ai retrouvé un entretien que vous aviez donné dans lequel vous disiez plein de choses sur le conservatoire, notamment le fait qu'il y ait régné un climat de compétition féroce, que le système pouvait être vécu comme exclusif. Que répondez-vous à ceux qui vous diront que c'est justement grâce à ça peut-être que ça marche si bien, qu'il se classe aussi bien et que c'est aussi formateur, le conservatoire? Écoutez, à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas ces classements encore et pourtant, effectivement, on parlait déjà beaucoup de classements. Je ne sais pas s'il faut chercher toujours la performance, je ne suis pas certain. Je ne sais pas si je veux rentrer dans ce genre de polémique d'ailleurs, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment de problème avec le Conservatoire de Paris, si j'y ai fait mes études. Il y a eu des très bonnes choses, il y en a eu d'autres qui étaient moins épanouissantes. Je pense que c'est le lot de toutes les grandes écoles. Ouais. Maintenant, j'enseigne en Allemagne, dans une école qui certainement n'apparaît même pas dans ce classement, et où il y a une grande variété de talents, et où on accueille effectivement moins le sommet de la pyramide, parce qu'en Allemagne, les choses sont organisées de manière très très différente. Et il y a une complémentarité, une entraide, une solidarité entre les étudiants qui me paraît intéressante également. Mais que c'est bon d'entendre ça sur la chaîne franco-allemande. Vous êtes sur Arte, David Grimal. Voilà. Merveilleux. Hein, voilà, tout se recompose bien. Vous composerez jamais, précisément? Non. Non, je ne composerai pas. Très bien. Mais vous serez donc un grand soliste et vous serez aussi quelqu'un qui travaille pour le collectif. Mais là, en l'occurrence, c'est vous, David Grimal, sonate et partita de Bach. Et vous, avec Itamar Golan, le pianiste, Prokofiev, Poulenc, Stravinsky, c'est dans la collection La Dolce Volta. Très joli. Merci d'être venu. On vous retrouvera dans d'autres projets à la Philharmonie en 2024 et ailleurs encore, puisque vous serez nomade, itinérant et toujours dans la permaculture musicale. Merci David Grimal. On passe à notre débat sur les déserts médicaux en France, un problème de santé publique. Les députés en débattent en cette semaine. Faut-il réguler l'installation des médecins en fonction des déserts médicaux, voire contraindre les médecins au risque de décourager des vocations, alors que la France manque gravement de professionnels de santé? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. On n'a pas de docteur, bon sang. Les 2200 habitants de Froidfond en Vendée n'ont plus de médecins depuis le récent départ de leur généraliste recruté il y a 14 ans en Roumanie. Personne ne se presse pour la remplacer, malgré le coup de pouce promis par monsieur le maire. On a mis une prime d'installation de 20 000 €. On offre le loyer du cabinet pendant 1 an. On a réservé un logement neuf, un T3, et on lui offre le loyer pendant 6 mois. Comme Froidfond, de nombreuses communes rivalisent d'inventivité pour attirer des personnels de santé. Faut-il aller jusqu'à leur forcer la main? L'Assemblée nationale vient d'ouvrir le débat à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi sur l'accès aux soins. À la tête d'une coalition transpartisane de 200 députés, le socialiste Guillaume Garot prône des mesures coercitives dans les déserts médicaux. Face à l'urgence, nous défendrons la régulation de l'installation des médecins, généralistes, spécialistes et des chirurgiens dentistes. Empêcher les professionnels de santé de s'installer là où ils le souhaitent pour les contraindre à repeupler les régions en mal de soignants, une perspective peu réjouissante pour ces étudiants en médecine. On a déjà des études suffisamment longues et qui puisent pas mal notre énergie. Donc je trouve que c'est assez injuste en soi. Le vrai problème est sur le nombre de soignants. En les déplaçant, on ne va pas créer de nouveaux médecins. On va juste déplacer le problème à d'autres endroits. Alors y a-t-il un risque d'accentuer la pénurie de médecins en rebutant les futurs professionnels de santé? Solution ou fausse bonne idée? Faut-il contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux?
3 invités, à commencer par le docteur Lémarie, Jean-Luc Lémarie. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, membre du bureau national de la CSMF, Confédération des syndicats médicaux français. Vous exercez à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine et selon vous, obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux serait contre-productif. Ça risquerait d'inciter les jeunes à arrêter carrément la médecine. À côté de vous, Nathalie Coutinet, bonsoir. Vous êtes enseignante, chercheuse à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes économiste de la santé. Et selon vous, il faut envisager de recourir à la contrainte pour enrayer la crise, car les nombreux dispositifs incitatifs n'y sont pas parvenus. Et enfin, Sophie Orange, bonsoir madame, rédactrice en chef à RTL, spécialiste des questions de santé. Vous considérez que certaines professions, comme les pharmaciens, sont déjà régulées, effectivement, on n'y pensait pas. Donc, l'idée en soi n'est pas absurde de réguler et de contraindre à l'installation dans certaines zones, mais ce n'est pas en forçant les jeunes qu'on va régler le problème. Et on va démarrer avec une carte ou un chiffre? Un chiffre, c'est impressionnant. 87% du territoire français est un désert médical. Alors d'où vient ce chiffre? C'est un chiffre qu'on trouve en préambule de la proposition de loi qui est donc discutée depuis hier soir à l'Assemblée nationale et qui vise à l'accès aux soins sur tout le territoire. Nathalie Coutinet, expliquez-nous ce chiffre. C'est vrai qu'il nous paraît énorme. 87% du territoire français, désert médical. En fait, on calcule la densité médicale, c'est-à-dire le nombre de médecins pour 100 000 habitants, et en dessous d'un certain seuil, on considère qu'il n'y a pas assez de médecins, et donc on va décréter un désert médical. Mais alors, c'est dû à quoi? Au manque de médecins ou à la mauvaise répartition? Parce qu'il y a beaucoup de médecins en France. Oui. On n'en a jamais eu autant, nous a-t-on dit. Alors, il y a moins de médecins qu'il y en a eu. Oui. Il y a eu Vous parlez des généralistes ou des spécialistes? Alors des généralistes. Oui, il y a une baisse effectivement du nombre de médecins. Cette baisse, l'adresse, qui est un organisme d'études du ministère de la Santé, prévoit que rien ne va s'arranger avant 2035. Donc effectivement, il n'y a pas assez de médecins et en plus, ils ne sont pas répartis de manière correcte sur le territoire. Donc effectivement, c'est le fruit d'années de numerus clausus, c'est-à-dire de réduction du nombre de jeunes qui rentrent dans les études médicales. Depuis les années 70, le numerus clausus a beaucoup baissé, puis il a un petit peu remonté, mais on n'a pas formé assez de médecins pendant toute une période. Et aujourd'hui, effectivement, on a 2 problèmes conjugués, pas assez de médecins et ils sont mal répartis. Et on le voit sur la carte qu'on a là, des médecins, du manque de médecins généralistes en France, accès aux soins difficiles ou carrément en désert médical. On dit d'ailleurs qu'il y a la fameuse diagonale du vide, docteur Lémarie. 1 600 000 Français qui, du coup, renonceraient à certains soins. Vous en rencontrez, vous, au quotidien? Je vois tous mes patients, donc non, je ne les rencontre pas. Mais au sein de la Confédération, vous entendez parler de ça, bien sûr. Oui, on entend, on prend le plus que possible. On est conscient du problème. Les besoins en santé sont... Enfin, je suis un peu d'accord sur le numerus clausus qui, effectivement, ça fait 20 ans qu'on avertit tous les gouvernements successifs qui se sont... succédé ces dernières années. La pyramide des âges des médecins, aujourd'hui, la moyenne d'âge des médecins, c'est quand même pas loin de 56 ans, la moyenne. Je peux vous demander votre âge? 62, oui. Donc je suis au-dessus de la moyenne. Et effectivement, c'est 87%. Moi, il ne m'étonne pas. Paris, la région parisienne, c'est le plus grand désert médical. Alors qu'on pourrait penser le contraire. On pourrait penser le contraire, mais il y a 25 millions d'habitants. Après, c'est aussi une région très dense, très peuplée. C'est la Seine-Saint-Denis, notamment. C'est le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. C'est les deux. La Seine-Saint-Denis étant vraiment au même niveau que la Creuse. Paris intramuros, c'est pareil. On a les mêmes, les patients ont les mêmes difficultés. Alors il y a quand même la densité est quand même meilleure parce que c'est beaucoup mieux à Paris qu'en Seine-Saint-Denis ou que dans la Creuse. Mais effectivement, l'Île-de-France est un désert médical aujourd'hui. Alors vous parlez du numerus clausus. Eh bien, le gouvernement se félicite de l'avoir supprimé. Écoutez François Braun, le ministre de la Santé. Nous avons trop longtemps voulu rationner l'offre pour réduire les coûts, notamment à travers le numerus clausus. C'est un acquis important de cette majorité de l'avoir supprimé lors du mandat précédent, nous conduisant progressivement à former plus de professionnels. Déjà plus 15% par an en moyenne. Mais je tiens à le dire, nous ne supprimerons pas les déserts médicaux d'un coup de baguette. Sophie Orange, pas d'un coup de baguette, parce que ça va prendre des années avant que ça produise ses effets. Et puis ça fait 20 ans que ça dure. Oui. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas trouvé de solution. À une époque, il y a 20-30 ans, on avait limité le numerus clausus parce qu'on considérait qu'il y avait trop de médecins, que la Sécu avait trop de dépenses, trop de déficits, donc moins de médecins égale moins de dépenses. Sauf que les gens, ils ne sont pas moins malades. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a une époque, en 93, on formait 3500 médecins par an. D'autant que les maladies chroniques ont explosé. Enfin, on a besoin que les gens vivent plus vieux. Exactement. Le vieillissement de la population. Au départ, c'était l'idée que si on réduisait l'offre médicale, on allait moins consommer.
Donc en réduisant l'offre de soins, on allait réduire la demande de soins, ce qui est complètement idiot, mais c'est absurde, mais c'est ça qui a... On a mis 20 ans à la rattraper, aujourd'hui on forme 10 000 analyse médecins économique. par an. Et donc 10 000 médecins par an sont formés depuis 2020, donc ça veut dire qu'avant 2030, la situation n'ira pas mieux, premier élément. Et deuxième élément, le nombre de médecins, très intéressant, mais combien d'heures travaille-t-il? Et un médecin aujourd'hui ne travaille pas autant d'heures qu'un médecin il y a 30 ans, parce que le mode de vie a changé, parce que les jeunes médecins, eux aussi, ont envie d'une qualité de vie un peu meilleure que sans doute le docteur Lemarie qui a beaucoup travaillé. Mais pardon, est-ce qu'on ne refait pas l'histoire un peu, docteur Lemarie? C'est-à-dire que le numerus clausus aussi, les médecins disaient on ne veut pas que notre profession soit dévalorisée, donc on était plutôt content aussi qu'il y ait un contingentement ou pas du tout? Alors peut-être initialement au début, probablement oui, parce qu'effectivement, moi je me suis installé en 1991 et c'était un secteur hyper concurrentiel. Je suis arrivé dans ma commune que je n'ai pas quittée depuis et honnêtement, l'accueil était un peu réfrigéré. Mais on a vu la bascule, je crois que c'est des années 2000, où là, effectivement, il y a eu... et aujourd'hui, un jeune médecin qui s'installe, c'est devenu presque un événement national, où il y a la mairie, le préfet, les arrière-bancs pour une installation d'un médecin, alors que moi, je me suis installé dans la plus totale indifférence. C'est moche. C'est très moche. Alors, la contrainte. Bien oui, Nathalie, l'idée de contraindre donc les jeunes médecins, ceux qui sortent des études, à aller dans un endroit précis, justement, pour combler ce désert médical. Alors, idéalement, il aurait fallu ne pas avoir à recourir à la contrainte, évidemment. Mais j'ai un petit peu regardé, ça fait depuis 2003 que des mesures incitatives sont mises en œuvre pour encourager, pour inciter les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Donc 2003, ça fait 20 ans. Comme quoi, par exemple, il y a eu des mesures des primes à l'installation. Il y a eu plusieurs choses qui ont été tentées. Il y avait aussi l'idée de faire des bonus-malus. Et il y a des mesures qui ont été... Vous parliez des pharmaciens, mais les infirmières, les sages-femmes, les kinés, il y a une régulation de l'installation. Donc, alors, évidemment, il y a le problème du manque de médecins, donc ça ne va pas tout résoudre. Mais on peut quand même imaginer, et je ne pense pas que ça soit monstrueux, que les jeunes médecins choisissent d'installation. En plus, 87% du territoire, ça leur laisse quand même une certaine marge de manœuvre. L'idée, ce n'est pas de dire un médecin qui a été formé à Strasbourg va aller s'installer dans la Creuse. Puisque finalement, il y a autour de soi, partout, un territoire en désert. On ne serait pas obligé d'aller trop loin, ça pourrait être 50 km. Oui, mais alors, il faut faire attention, parce que si on installe un médecin au milieu de nulle part, il prescrit le médecin 40 séances de kiné, mais si le patient il doit faire ensuite 1h30 de voiture pour aller chez le kiné, donc il faut penser à une installation d'un médecin dans un territoire, en termes d'aménagement, un groupe médical. Oui, dans les maisons médicales, maintenant. Il n'y a pas que les médecins, les kinés, les infirmières, on a extrêmement de mal à trouver, enfin on parle des médecins, mais on est pas tous pareils, et je pense que 87% du territoire, effectivement, on a de la place où se situer. Mais vous êtes contre la contrainte ou pas, vous? Est-ce que il y a quelques années, au moment où vous sortez d'études, vous avez dit, docteur Lemarie, vous allez là, parce qu'il y a besoin de médecins, vous auriez dit non? Moi, personnellement... Il ne faut pas me replacer, moi, par rapport à mon contexte. Mais aujourd'hui, vous trouvez qu'il faut pas... Vous trouvez que ça va décourager les vocations? Ah oui, je pense que de contraindre les gens, ça va décourager les vocations. Je pense qu'il y a certains médecins... parce que la contrainte, c'est toujours... je trouve que la contrainte, c'est toujours quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on a envie. Vous parlez des déserts médicaux, mais c'est des déserts tout simples. Dans ces déserts, les jeunes médecins qui vont s'installer, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont une femme qui travaille. Si on va l'installer dans... Vous voulez dire qu'il n'y a plus de service public et qu'il n'y aura pas d'école? Il n'y a pas de service public, il n'y a pas la poste, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de culture. Un jeune médecin qui s'installe... Je pense qu'on peut déplacer le problème et faire qu'un médecin, quand il s'installe dans l'endroit où il veut, il aille faire une journée. Parce qu'un désert, c'est un désert, médical ou pas médical. Et je ne dévalorise pas les campagnes. Il faut qu'il y ait des gens pour les soigner. Non, bien entendu. J'adore la verdure. Il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des gens pour les soigner. Mais ça peut se faire en déportant une journée, un médecin qui ferait 4 jours là où il veut et un jour dans un endroit un petit peu plus perdu. J'entends que dans le mot médecin liberté, j'entends ça. Il y a liberté. Mais il y a plein de professions, de métiers aujourd'hui à qui on impose une mutation sans que ce soit un drame. Les enseignants, par exemple. Les enseignants, sans que ce soit un drame absolu. Et sans qu'il y ait d'incitation économique, comme vous l'avez rappelé. Exactement. Alors, c'est vrai que ça pourrait presque même devenir désobligeant pour les zones un peu sous-dotées de se dire mais qu'est-ce qu'on a, pourquoi personne veut venir chez nous, comme s'il n'y avait pas de travail. Ça s'explique aussi par la caractéristique sociodémographique des jeunes qui vont en études de médecine. C'est-à-dire que c'est souvent des classes supérieures, c'est souvent des enfants issus des zones urbaines et qui ont plus de mal
parce qu'ils ont été élevés peut-être en ville ou ils ont l'habitude d'être en ville. Et donc, ils ont plus de mal à s'installer dans des territoires ruraux. Encore que le territoire rural n'est pas... C'est l'effet pervers du numerus clausus. Hein, oui, non, mais ça, on est d'accord là-dessus. D'accord là-dessus. Mais néanmoins, peut-être si on ouvrait aussi plus... Et encore plus, parce que le numerus clausus a sauté, mais moi je suis dans une université où il y a une université de médecine, néanmoins les places sont contraintes. Et beaucoup de jeunes qui sont très brillants ne réussissent pas à passer ce cap parce que les places sont contraintes. Donc si on ouvrait plus et qu'on encourageait plus des jeunes issus des milieux populaires ou des milieux ruraux dans les études de médecine, on résoudrait aussi sans doute ce problème. Alors pas à court terme, évidemment. Mais je le répète, il y a aussi beaucoup de villes moyennes qui manquent de médecins, qui sont des déserts médicaux. Il y a des collèges, des lycées très bien. Et des entreprises aussi, Sophie Rochon, peut entendre quand même que quelqu'un n'ait pas envie de déménager, de faire sa vie quelque part. Peut-être qu'on peut lui proposer et que la société, choix. nous, on n'aimerait pas qu'on nous le fasse. Vu le nombre de déserts médicaux, je pense qu'on peut proposer à un médecin plusieurs choix, plusieurs communes, plusieurs régions. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu un poste à l'université d'Angers. C'était ça ou j'avais pas. Ou rien. Bon, alors attendez, il y a un exemple qui va vous remettre tous d'accord. Là, c'est le Québec, où cela se fait, la contrainte, au forceps, et ça marche. Et ça se fait depuis assez longtemps, puisque cette régulation de l'installation des médecins, elle a été mise en place au Québec, donc il y a une vingtaine d'années, et ça obéit à des règles assez strictes. On a du recul, donc d'abord c'est l'administration qui définit les besoins et les postes dans les régions sous-dotées. Il faut d'ailleurs savoir que là-bas, un désert médical est défini comme tel quand il n'y a pas de soignants à plus de 200 km à la ronde. Ce ne sont pas les mêmes étendues, ce n'est pas le même territoire. J'ajoute que la liste des postes vacants, elle est consultable sur Internet auprès de tout le monde, c'est-à-dire c'est très transparent et c'est très lisible. Ensuite, toute installation de médecin est soumise à l'accord préalable du département régional de médecine générale. Pour le dire très vite, c'est un peu l'équivalent de nos agences régionales de santé. Si un médecin ouvre un cabinet sans cet accord, sa rémunération est amputée de 30%. Ça, c'est le bâton. À l'inverse, il s'installe dans une zone sous-dotée. Il reçoit plein de primes d'installation qui sont plutôt généreuses d'ailleurs. Et sa rémunération est multipliée par 2,5. Cette installation doit durer 5 ans minimum. On a tout essayé, mais seule la contrainte a marché. C'est ce qu'avait déclaré le ministre de la Santé. J'ajoute enfin que le Québec a aussi autorisé le transfert des compétences, c'est-à-dire le droit pour les pharmaciens ou encore pour les infirmières de faire certaines ordonnances eux-mêmes. Docteur Lemarie, si ça a marché au Québec et si les médecins ont dit oui, d'accord, faisons-le, pourquoi pas nous? Pourquoi c'est plus compliqué en France qu'ailleurs? On n'est pas québécois, on n'est pas canadien. Non, je ne sais pas, mais apparemment, il y a des incitations qui sont intéressantes. Est-ce que... En France aussi, non? Pas autant. Enfin, il y a eu des essais. Il y a eu des essais d'incitation. Je pense que c'est vraiment la quantité, la qualité. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du nombre... Qu'est-ce qui peut convaincre, qu'est-ce qui peut convaincre un jeune médecin d'aller dans un désert médical? Combien d'argent? Quel confort? C'est pas une question d'argent. Je pense que c'est ni une question d'argent, ni une question de confort. Je pense que tout a été... Enfin, il y a beaucoup de mairies qui se sont essayées à proposer des locaux tout faits, des sommes d'argent. Les loyers payés pendant 6 mois. Ils se sont battus entre maires. Il y avait des maires qui proposaient un peu plus après. Voilà. Je pense que c'est pas ça. Je pense que tant qu'on est dans un système de pénurie, je pense qu'on n'y arrivera pas. On aura du mal à y arriver. Il y a 20 ans, ce n'était pas le même problème. Il y avait Xavier Bertrand qui avait eu l'idée de faire un bonus-malus. Qui était ministre de la Santé à l'époque. Qui était ministre de la Santé, qui ressemble un petit peu finalement à ce qu'il y a au Québec. C'était 20% d'augmentation de consultation, enfin de rémunération de consultation si on s'installe dans une zone de désert médical et 20% en moins, en revanche, si on s'installe dans une zone, ce qui ressemble un petit peu finalement, ça a été abandonné pour des raisons politiques. Il faut quand même bien avoir en tête que les médecins constituent un lobby politique important auquel les gouvernements, alors encore moins de droite que de gauche, d'avoir une crise sociale autour de la médecine, ne veulent pas se heurter. Et ils sont surreprésentés à l'Assemblée nationale. Ils ont donc un poids politique qui est très important. Et ils voient 50 patients par jour, 50 patients par jour, ils répètent à 50 personnes que le gouvernement fait n'importe quoi. 50 fois 7 ou 5 jours par semaine, ça fait aussi des électeurs en moins. D'ailleurs, 1 million de consultations par jour. Ça fait beaucoup de personnes qui peuvent être convaincues qu'un gouvernement prend une mauvaise mesure. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parle politique, c'est qu'aujourd'hui, Elisabeth Borne l'a répété dimanche, elle ne veut pas entendre parler de régulation. Là, Frédéric Valletoux, qui présente sa proposition de loi de la majorité, lui, il est contre la régulation. Mais 200 députés, dont certains du camp présidentiel, essayent de faire passer en force un amendement qui impose la régulation. Donc là aussi, on a un bras de fer politique. Clairement, l'exécutif aujourd'hui ne veut pas entendre parler de ça. Néanmoins, si l'amendement passe,
ce serait une mauvaise nouvelle pour la majorité. Ça fait mauvais effet, ça veut dire qu'il y a encore une fois l'Assemblée qui vote contre l'avis du gouvernement et ça va soulever une levée de bouclier dans la rue. Au Sénat, mais vous feriez grève, vous, à ce moment-là? Est-ce que je ferai grève? Si l'amendement passe et s'il y a contrainte. Oui, s'il y a contrainte, oui, on fera. Je pense qu'il y aura un mouvement qui sera. Mais alors après, vous faites peur au gouvernement. Enfin, vous vous en rendez compte. Je ne sais pas si on fait peur. Enfin, je sais pas. Il y a 2 millions de personnes qui étaient dans la rue. Il y a beaucoup de parlementaires qui sont députés et qui sont de moins en moins. C'est très important. Je ne sais pas si. Enfin, je sais pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire confiance, Nathalie Goutini, quand même, au mouvement naturel post-Covid d'exode urbain aussi, qui touche beaucoup de jeunes, qui vont aller naturellement, peut-être spontanément, aller dans des... Mais on voit bien depuis 20 ans que faire confiance, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je ne souhaite pas contraindre spécialement les médecins. Ça fait 20 ans qu'il y a des mesures incitatives qui n'ont pas marché. On est dans une situation catastrophique avec des patients, des mises en danger de la santé d'un certain nombre de patients. Donc il est temps de prendre des mesures importantes. Je pense que ce qui fait peur, c'est l'administratif. Moi, je reçois beaucoup de jeunes médecins. Oui. Il y a beaucoup de jeunes médecins qui ont peur lors de leur installation. De jeunes généralistes, lorsqu'ils s'installent. Je reçois des jeunes médecins pour une sorte de parrainage avec l'ARS, avec la Caisse d'assurance maladie. On reçoit des jeunes médecins qui veulent s'installer. Et leur grande crainte, c'est la charge administrative qui leur fait peur. Et il y a des centres de santé où on a des médecins salariés maintenant. Oui. Est-ce que ça peut être une solution? Ça leur plaît, il y en a certains, mais je ne sais plus exactement, ça augmente un petit peu d'année en année, les médecins salariés. Santé, c'est grave. Mais il n'y a pas beaucoup de centres de santé, je veux dire. Mais il y a quand même des aides pour les assistantes médicales. L'État donne des aides pour financer des salaires de secrétaires. Et après, c'est vrai que des secrétariats partagés, ça peut être une solution, mais il y a d'autres solutions. On parlait tout à l'heure des kinés. L'idée que pour 8 consultations maximum, on peut aller directement voir un kiné sans passer par le généraliste. Donc ça désengorge aussi un petit peu le cabinet du généraliste. Des pharmaciens qui vaccinent les patients plutôt que d'aller voir un médecin, ça désengorge aussi. Ça fait partie de la qualité de vie du médecin qui, s'il a moins de patients, aura peut-être plus envie d'aller dans des zones où la clientèle est un peu différente. Donc c'est vrai que ce partage de compétences est très mal vécu par certains médecins, mais peut être une solution aussi dans certains déserts médicaux. Alors je vous propose qu'on regarde des images qui ont l'air d'être des images d'un autre temps. Et effectivement, c'était il y a 60 ans, un médecin de campagne, un sacerdoce, des routes en Corrèze. Ce sont des images qu'on doit à l'INA. Nous sommes en 1963, c'est notre archive du jour. Regardez. Ce n'est pas dans son cabinet que le médecin de campagne passe l'essentiel de son temps. Pendant la plus grande partie de la journée, il est sur les routes. Des routes qui sont bien souvent des chemins ou même des sentiers. Vous y êtes souvent dans votre voiture? J'y suis, je dirais les 3/4 du temps. C'est-à-dire? Parce que le rôle du médecin de campagne, évidemment, c'est surtout de se déplacer. La voiture, c'est mon instrument de travail. Chaque fois que vous avez un appel, vous y allez? En principe, oui. C'est normal, puisque je suis seul médecin et si on m'appelle, c'est qu'on a besoin de moi. Il est donc normal que je me déplace. Qu'il s'agisse de jour ou de nuit, quoi. Bon, c'était une autre époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas forcément aller sur le route, passer autant de kilomètres. Mais en même temps, est-ce qu'on ne se trompe pas peut-être de combat, Sophie Orange? Parce qu'aujourd'hui, on a la téléconsultation. On nous dit qu'il y a l'intelligence artificielle qui va nous permettre aussi d'avoir de grandes avancées. Est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'il faut muser plutôt que d'aller contraindre des gens à s'installer là où ils ne veulent pas? Je pense que c'est complémentaire. Il y a d'ailleurs des médecins aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle, notamment les chirurgiens, pour qui c'est une assistance extraordinaire et qui leur apporte de la précision, de la qualité. Je pense qu'on ne pourra pas se passer de l'humain. Si le docteur Lémarie est médecin, c'est parce qu'il aime l'humain, il aime le contact. Je pense que la téléconsultation, c'est une solution ponctuelle dans certains endroits, dans certaines situations, mais rien ne remplacera l'humain et le contact avec son médecin. Oui, non, tout à fait. Enfin, c'est le contact avec les patients. Je veux dire, la téléconsultation, c'est un moyen plus rapide de gagner du temps, mais il n'y a rien qui remplace un échange entre deux êtres humains. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, face à face. Pour que toucher le patient. Toucher le patient. Palper. L'écouter, ça fait partie de l'acte médical. Ce n'est pas seulement la parole. La parole est importante, fait partie d'une consultation, mais après la parole, il y a le temps d'échange. Et ce temps d'échange, si on ne l'a plus, toutes les intelligences artificielles n'y pourront rien. Nathalie Goutini, alors quelles autres alternatives? On a des cliniques. Est-ce qu'il faut mettre à contribution clinique? Est-ce que propose la proposition de loi parlementaire? Est-ce qu'il faut faire appel à des médecins étrangers davantage? Les médecins étrangers c'est déjà le cas, ça ne résoudra pas le problème. Et aussi parce que de moins en moins, ces pays qui forment les médecins, je pense par exemple à l'Algérie ou à d'autres pays, ne veulent pas voir partir les médecins qu'ils ont formés. Et on les comprend. Parce qu'ils ont des besoins eux-mêmes. Ils ont évidemment beaucoup
beaucoup de besoins. Donc c'est pas bien, c'est de la fuite des cerveaux et c'est pas bien non plus pour les pays. Donc il vaudrait mieux qu'on forme nos jeunes, mais c'est aussi les jeunes qu'on forme à l'étranger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans les études de médecine en France et qui vont faire leurs études en Roumanie. Donc ça aussi, c'est quand même complètement absurde comme situation. Donc évidemment qu'il faut qu'il y ait les deux, en fait, plus de médecins et mieux répartis. Ouais. Docteur Lemarie, est-ce que, voilà, on parlait des centres de santé avec médecins salariés, ça c'est une piste, pour vous la principale piste? C'est une des pistes, je dirais, il n'y a pas une seule piste, je veux dire, si on met qu'une seule piste, on est... Mais vous, il y a quelque chose, quand ils vous parlent, ces jeunes médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, je pense que si demain on leur dit, il y a une solution où vous n'aurez qu'à faire votre métier de médecin... D'accord. Donc c'est tout l'administratif. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est alourdi, Sophie. Ça prend un temps fou. Déjà, la prise de rendez-vous Doctolib, ça a simplifié, mais voilà, il y a de la part d'administratif. Mais même la prise de notes aujourd'hui, je veux dire, on est tous devant un ordinateur, je veux dire, et on n'a plus le patient en face des yeux. Je veux dire, si on veut prendre du temps, on est obligé de... Il n'y a pas que le salaire, il y a la condition de travail qui, je pense, attirera aussi le médecin. Eh bien, écoutez, merci d'avoir exploré toutes sortes de pistes. On verra ce que ça donnera d'ici quelques mois ou quelques années. Rendez-vous dans 10 ans. Je serai à la retraite. Vous serez encore au cabinet. Docteur Lemarie. J'ai déjà prévenu mes patients que je partais. Très bien. Merci encore une fois à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour. Faut-il contraindre les jeunes médecins généralistes à s'installer dans les déserts médicaux? On reste dans l'actualité avec Xavier Mauduit, Alix Van P. On va évoquer la mort du leader populiste et du roi du Bunga Bunga, Silvio Berlusconi. Et puis Fraternité muséale, des œuvres d'art sauvées des musées ukrainiens qui sont visibles au Louvre, au musée du Louvre à Paris. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actualité. Ce soir, Thibault Noll s'est intéressé à Fonds Marianne à propos de la gestion très controversée. Ce fonds censé aider à lutter contre le séparatisme, c'est entendu. La commission d'enquête du Sénat sur le Fonds Marianne a commencé ses auditions. On va parler du Fonds Marianne. Je n'ai aucun ami parmi aucun des lauréats du Fonds Marianne. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Fonds Marianne désigne un fonds public créé par l'ex-ministre délégué à la citoyenneté 6 mois après l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 par un islamiste tchétchène. L'argent devait soutenir des acteurs de la lutte contre la radicalisation. Mais des enquêtes journalistiques, administratives, sénatoriales, judiciaires dénoncent un fonds qui fait plouf. Doté de 2,5 millions d'euros, le Fonds Marianne a financé les initiatives de 17 structures, assos, écoles, établissements culturels, pour combattre le séparatisme qui gangrène une certaine jeunesse. Fin mars, une enquête a révélé plusieurs gonades dans le potage des attributions, notamment un possible favoritisme et l'intervention directe de la ministre dans la sélection. Le 7 juin, les sénateurs en commission se sont interrogés sur une asso amie de l'équipe ministérielle, subventionnée dans les grandes largeurs, bien qu'ayant un projet fumeux. Sur cette autre et son inconditionnelle et peu discrète défense du pouvoir face aux critiques, tandis que les aides ont été coupées à celle-ci, peu favorables au gouvernement. Dans le premier cas, la subvention a financé 13 vidéos YouTube, 38 abonnés, un compte Insta, 155 abonnés, un autre Facebook, 5 abonnés, le salaire des dirigeants ou un bureau avenue Montaigne, fameux repère de radicalisés de l'Amex. Soit la mutation d'un fonds Marianne en fosse des Mariannes, ce gigantesque abysse du Pacifique à 11 km sous le clapot. Marianne est l'allégorie de la République, donc de la liberté. Elle est armée d'une pique qui brise les chaînes de l'esclavage, porte le bonnet phrygien, symbole des esclaves affranchis, et son prénom est d'origine chrétienne, Marie et Anne, mère et grand-mère du Christ. Cependant, la résurrection d'un fonds Marianne, aliéné aux fidèles de la patronne, tiendrait du miracle. Bonsoir Alix. Bonsoir Elisabeth. On va parler de Elisabeth. culture populaire et de musée avec vous et d'histoire avec vous, Monsieur Maudieu. Ça va mieux le coup de soleil là. Vrai, hein. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Alors Silvio Berlusconi est mort hier à Milan. Il avait 86 ans. Une figure plus que sulfureuse de la vie politique italienne, et puis de la vie médiatique et puis de la vie des entreprises. Il est resté 9 ans chef du gouvernement. Et alors vous vous êtes penché sur ses choix extrêmement singuliers en matière d'esthétique. Oui, singulier, c'est bien le mot. Direction le Palais Chigi à Rome, là où siège la présidence du Conseil en Italie, en novembre 2010, quand sont installées 2 statues venues de l'Antiquité. Elles sont prêtées par le musée des Thermes de Dioclétien. Elles représentent l'empereur Marc Aurèle et son épouse Faustine sous les traits de Vénus et de Mars. Elles sont impressionnantes, colossales, ces statues, plus de 2 mètres. Elles ont été retrouvées en 1918 à Ostie, le port de Rome. Ce sont des statues du IIe siècle dans un état mais absolument remarquable, sauf qu'il y a des manques. Il manque les mains de Vénus et la Kikoute de Mars.
Ah, la qui coûte. Voilà, la qui coûte. Non, ça ne plaît pas. Le pénis, quoi. Et ça ne lui plaît pas. Oh là là, mais pas du tout. Il a un argument absolument étrange. Il dit, mais regardez, en Chine, les statues ont l'air neuves, alors que chez nous, nos statues ont toujours un truc, la tête, un bras. Enfin bon, il demande à son architecte Mario Catalano d'installer des prothèses sur les statues, donc les bras là qui coûtent, hop là tout ça c'est fait. Et puis après, il les place devant un fond bleu azur avec des nuages d'un goût, c'est absolument sensationnel. Et ça provoque un scandale alors? Oui, scandale. Alors vous savez, en soi, Berlusconi s'inscrit dans la tradition antique. Quand une statue était abîmée, bon bah on la restaurait. Et puis il n'a pas été jusqu'à repeindre les statues comme elles l'étaient dans l'Antiquité, parce qu'il faut le rappeler, hein, les statues de l'Antiquité étaient peintes, elles n'étaient pas blanches comme là. Mais oui, scandale bien sûr, parce que les restaurateurs d'aujourd'hui savent que dès qu'il y a un rajout, il faut qu'il soit visible, mais de manière très subtile. Enfin, c'est ne pas tromper le spectateur. Et puis surtout, on ne rajoute pas, si c'est inutile de rajouter quelque chose. Alors les opposants à Berlusconi se régalent de ça, parce que bon, déjà, on ne touche pas au patrimoine. Ensuite, tout est relié au scandale sexuel. Et puis, c'est tout un jeu sur une réflexion sur la restauration aussi faciale à base de chirurgie esthétique et de fond de teint de Silvio Berlusconi. Mais vous savez, ces scandales-là liés à l'esthétique, il y en a d'autres. En 2008, donc 2 ans plus tôt, Berlusconi, qui était président du Conseil déjà, fait installer dans la salle de presse du palais Chigi une reproduction d'un tableau de Tiepolo, donc 18e siècle, intitulé « La vérité dévoilée par le temps ». Et là, on voit un sein. Et Berlusconi fait effacer le sein. Il faut savoir. Oui, alors écoutez, je pense vraiment que ce n'était pas tellement le sein qui le gênait, mais plutôt que ce soit la vérité qui soit dévoilée. Subtile analyse, Xavier Baudu. Alors, cher Alix, pour éviter de voir leurs œuvres détruites ou pillées, des musées, certains musées ukrainiens, ont exfiltré une partie de leur collection. Et un musée de Kiev a envoyé 16 de ses joyaux, notamment des icônes byzantines, au musée du Louvre. Oui, tout à fait. Parmi les œuvres que le Louvre vient de récupérer, il y a donc 5 icônes byzantines très très rares qui seront exposées à partir de demain, notamment Saint-Serge et Saint-Bacchus, une peinture du 6e, 7e siècle qui représente 2 martyrs chrétiens auréolés donc d'un disque doré. Et entre deux, dans ce médaillon, le visage du Christ, il y a une autre icône du 6e, 7e siècle, Saint Platon et Sainte Glycérie, qui est là encore une peinture sur bois dite à l'encaustique, c'est-à-dire que en fait les pigments ont été mélangés à de la cire et à de la térébenthine, c'était la technique de l'époque. Donc ces œuvres sur bois sont extrêmement précieuses parce qu'elles représentent vraiment les premiers témoignages sur l'art de l'icône, et il faut imaginer leur histoire à ces œuvres qui ont traversé 15 siècles, qui au 19e ont été récupérées donc au monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï en Égypte, récupéré, amené en Ukraine pour ensuite finir au musée Kanenko en Ukraine, musée qui a traversé la Seconde Guerre mondiale. Et puis finalement, le mois dernier, eh bien, leur avenir était trop incertain. Donc le 10 mai, ces icônes, mais aussi d'autres tableaux, des tableaux de primitifs ou des tableaux italo-grecs ont été donc transférés à Paris. Et le musée Kanenko n'avait pas le choix. Non, parce que ces derniers mois, il avait essayé autre chose, c'est-à-dire de placer ces tableaux dans des réserves secrètes. Sauf que, à cause des coupures de courant, il y avait des problèmes donc de température, problème d'humidité, donc il n'y avait plus le choix. Les œuvres étaient fragilisées et elles étaient en danger, comme une multitude d'œuvres en Ukraine, surtout à l'est du pays. Selon l'UNESCO, je vous donne un chiffre, au début du mois, l'UNESCO a estimé que 260 sites ont été donc touchés par des bombes russes dans le pays, dont des bâtiments historiques, des bibliothèques et une vingtaine des théâtres, une vingtaine de musées, d'où le choix du musée Kanenko, donc le choix crève-cœur de se séparer de ces 16 joyaux. Donc il y a un mois, ils ont envoyé un convoi qui est allé donc dans ce musée, qui est passé par la Pologne, par l'Allemagne, pour finalement arriver au Louvre. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est tout de même que ces joyaux vont être analysés à l'avenir par des spécialistes internationaux. Et pendant que le Louvre est en train d'exposer ces joyaux, en Allemagne, à Cologne, dans le musée Ludwig, il y a là encore des œuvres ukrainiennes de Kiev qui sont exposées sur l'avant-garde ukrainienne. Et on peut voir par exemple un portrait peint il y a une centaine d'années par un certain Nicolas Kasperovitch, le visage magnifique de cette jeune fille qui a l'air vraiment soucieux et voilà, qui résonne vraiment avec l'actualité malheureusement. Merci Alix, merci à tous. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss. Bisous.